Téléspectateurs de Monde TV, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut, le plateau qui fait un décryptage de l'actualité de la semaine. Vous le savez très bien, je suis très généralement accompagnée des confrères, d'invités en tout cas, hommes, femmes de médias qui s'y connaissent sur les sujets et qui apportent sa synthèse, son expertise sur ce plateau. Aujourd'hui, je reçois un confrère, voilà, d'un autre média, presse écrite particulièrement. Il s'appelle Monsieur Boubacar Yalko. Il est journaliste, directeur de publication du journal Le Pays. Yalko, bonjour. Bonjour. Ça va? Alhamdulillah. Oh, ça tient quand même? Oui, bon, on s'accroche. On s'accroche. Oui, Inch'Allah. Téléspectateurs de Monde TV, aujourd'hui on a notre chroniqueur fétiche qui était allé vadrouiller un petit peu aussi. Voilà, c'est la vadrouille. On a des chroniqueurs qui vadrouillent, qui vont faire le tour. Regardez ce qui se passe, ensuite ils reviennent. Il s'agit de Bourema Soulo, journaliste, blogueur. Soulo, bonjour. Bonjour Fadima. Ça va? Ça va très bien et vous? Ça a été une petite tournée? Très bien. Vous m'avez manqué. Vous avez vu Donald Trump, peut-être? Non. On peut espérer? Non, lui... Non, c'était trop loin. Voilà, trop loin et puis voilà. Et surtout que lui, il n'invite pas les Africains. Donc, sauf si vous l'instant. arrivez à changer la couleur de votre peau, en tout cas, ce qu'on a pu voir. Téléspectateurs de Monde TV, nous allons prendre nos sujets, nos dossiers, comme on aime si bien le dire. En date du 29 janvier 2025, voilà, c'est une triste nouvelle quand même. Il y a eu un éboulement d'une mine d'or dans la zone de d'Anga, en commune de Kangaba. C'est bien ça, sous l'eau. Mais Oui. de quoi il s'agit? Effectivement, comme vous l'avez dit, le 29, on s'est réveillé avec la triste nouvelle d'un éboulement d'une coulée de boue d'une mine artisanale détenue par des Chinois. Cette coulée de boue a piégé des femmes mineuses, c'est comme ça on les appelle, qui sont à la recherche de la mine d'or, enfin de l'or. Qui ont été piégées dans le trou parce qu'elles étaient descendues pour chercher, parce que dans ces zones-là, elles aussi, comme les hommes, elles le font. Et malheureusement, il y avait une digue, ça c'est les mots du gouverneur de Koulikoro qui a fait le déplacement, qui a cédé et qui a traîné, c'est ce qui a entraîné cette coulée de boue-là. Et malheureusement, à la date d'aujourd'hui, on a le triste bilan de 14 femmes tuées dont les corps ont été extraits. Et il y a quelques disparus aussi qui n'ont pas encore pu être extraits de cette escavade-là. Donc c'est quand même très triste, mais quand même il faut savoir que dans ces zones, pratiquement toutes les mines artisanales, tous les sites d'orpaillage sont ainsi. Et il y a quand même chaque fois, souvent peut-être le bilan n'est pas aussi lourd, mais quand même il y a pas mal de fois où des mineurs, des mineuses sont piégés, qui sont morts dans ces sites-là. Donc, et ça c'est des cas qui sont connus par les autorités, que ce soit la mairie ou la préfecture. C'est des cas connus par ces autorités. Ça n'arrive pas jusqu'au niveau national si ce n'est pas vraiment lourd. C'est quand, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été piégées, que ça fait un écho national. Sinon, c'est des choses qui se passent dans ces sites-là. Et c'est très très dommage parce que vous allez trouver que dans ces sites, pratiquement tout l'environnement de ces villages sont des trous qui peuvent devenir comme des mines antipersonnelles qui peuvent tuer n'importe qui. Parce qu'on a creusé de sorte que c'est des tunnels souvent, parce que les tunnels souvent, si sont plus proches de la surface terre, vous allez trouver qu'avec le temps, vous marchez dessus, vous vous trouvez dans votre propre tombe. Donc c'est des situations qu'il faut vraiment réglementer, mais pas que, il faut sécuriser ces secteurs-là pour que des pertes de vie, des vies humaines comme ça n'arrivent pas. Mais malheureusement, sous nos cieux, on ne réagit que
quand de tels drames se produisent. Et ça, c'est vraiment très très dommage. Au nom de la direction de vous, Mandé TV, on présente quand même nos condoléances à toutes ces familles qui ont perdu leurs filles, leurs femmes, leurs mamans. Donc à la recherche de quoi nourrir la famille. Donc c'est triste, mais c'est ce qu'on peut quand même. Le gouverneur, comme je l'ai dit, il a visité, il a fait le lendemain, il est parti sur le site. Il a quand même instruit de savoir pourquoi la digue a cédé. Donc faire de la lumière sur la tragédie. On va voir la conclusion de ce qui va sortir de cette instruction. Mais comme on sait au Mali que chaque fois que de tels drames se passent, on ouvre des enquêtes, on donne des instructions et après on n'a pas d'écho de ce qui sortira de ces choses-là. Donc on va voir si ça va sortir quelque chose dans ce cas précis-là. Merci beaucoup, Soulo. Yarkoy, collègue Yarkoy, quelle analyse vous faites de cette situation d'éboulement? Votre regard, votre vue par rapport à cet état de fait quand même très tragique. Oui, effectivement, c'est quand même une situation à déplorer pour la simple raison que les âmes qui sont restées à cette situation, l'éboulement, ce sont des femmes. Et tout le monde connaît quand même l'importance, le rôle d'une femme dans une famille, dans une société, etc. etc. Et puis, en de circonstances pareilles, elle se décarcasse pour avoir, minime soit-il un peu, pour pouvoir aussi subvenir aux besoins de la famille, le foyer, le mari, les enfants, tout et tout. Et puis aussi, parvenir aussi à se prendre d'une manière ou d'une autre en charge. Mais ce qui est aussi déplorable par rapport à cette situation, moi je dirais bien que généralement l'État malien intervient après qu'une situation malheureuse se produise. Sinon, à mon entendement, des mesures vraiment draconiennes devraient être prises par rapport un peu à l'exploitation sur ces sites miniers-là. Pour la simple raison que il y a eu tellement de cris d'alarme faits ici et là par rapport à l'exploitation de ces sites miniers par les Chinois dans des contextes ou dans des situations qui ne répondent pas aux normes nationales, internationales, etc. etc. C'est pas seulement sur ces sites-là. On a vu plusieurs cas un peu partout. Et même si vous voyez que ce cas-là précis a pris une certaine dimension, c'est également aussi dû un peu aux réseaux sociaux. Parce que nous avons vu les vidéos un peu partout qui ont pris les réseaux sociaux où on a vu des jeunes du village qui ont expliqué comment la situation s'est passée, toutes les femmes qui étaient là-bas. Et comme Solo l'a dit, la digue a lâché. Et puis voilà, et elles ont été toutes englouties. Depuis le matin, je crois, c'est fait vers 9h et jusqu'à 14h, ils n'étaient pas encore arrivés à extraire même un seul corps. Est-ce que vous voyez? Bon, je crois que c'est le soir ou le lendemain qu'on a commencé à avoir des chiffres par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est quand même déplorable. On a vu les autorités étaient là-bas, mais quand des situations de ce genre aussi interviennent, il n'y a pas aussi de sanctions comme il le faut. On ne le souhaite pas, mais quand ça se passe, il faudrait qu'il y ait des sanctions. Mais malheureusement, on a vu que tel n'a jamais été le cas. En tout cas, moi, je n'en sais pas, je n'en connais pas. Et par-delà également, comme vous l'avez si bien dit, il faudrait aussi que les sites-là, dans les dispositions légales, normalement, c'est des endroits qui doivent être sécurisés. N'importe qui ne doit pas avoir aussi accès. Si réellement c'est considéré comme un site minier en tant que tel. En tout cas, on sait que les grandes sociétés qui interviennent dans le domaine minier chez nous ici, quand on prend tel que Siama, tel qu'au niveau de Kenyeba, etc., etc. Mais vous voyez, ça dit que la zone d'exploitation, elle est sécurisée. Et ils font de telle sorte que, en tout cas, le citoyen lambda ne puisse pas avoir accès pour plusieurs raisons. Non seulement peut-être il part pour chercher sa pitance en trouvant peut-être quelques résidus ici et là, mais ça peut aussi avoir des conséquences pour la simple raison que même, c'est-à-dire que l'extraction également aussi de ces minéraux-là aussi, ils utilisent pas mal de produits qui ont vraiment des conséquences sur la santé, sur l'environnement, etc. C'est la raison pour laquelle ils sécurisent la zone.
Est-ce que vous voyez? Mais avec les Chinois, malheureusement, tel n'est pas le cas. Et c'est ce qui fait que à chaque fois qu'ils exploitent un endroit, c'est-à-dire que dès qu'ils finissent d'exploiter, ce qui reste là-bas, en tout cas, les villageois aussi cherchent vraiment à trouver aussi de quoi subvenir à leurs besoins. Avec en tout cas les tas de terre qui sont ici et là. Donc l'État quand même doit revoir un peu ce côté. Comme Soulou l'a aussi rappelé, les conséquences sont là. Et c'est ce qui est vraiment dramatique. Au-delà de ces pertes-là vraiment qui sont à déplorer, il y a le côté de l'environnement. Par-delà aussi, il y a le côté de la santé. Au-delà de tout ça, il faut aussi voir ça vraiment aussi carrément détruire, c'est-à-dire que le fonctionnement aussi au niveau le fonctionnement au niveau des campagnes, au niveau des campagnes pour la le fonctionnement, parce que vous trouverez que par le passé, aujourd'hui, difficile d'avoir un enfant, des enfants, des jeunes, des bras valides pour les travaux champêtres. Tout le monde part vers les sites miniers, que ce soit, c'est-à-dire que des sites reconnus, que ce soit des sites artisanaux. C'est devenu un véritable problème au niveau des familles. Est-ce que vous voyez, à chaque fois que quelqu'un a un bras valide, il se dit, bon voilà, dans telle famille, là, telle personne est partie sur un site minier, il a pu avoir ça, il a pu avoir ça. Donc ça devient de l'émulation. Au lieu que ça soit une émulation positive, ça devient le contraire. Donc tout le monde se rue vers là-bas, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, c'est devenu un problème. Moi, je connais le cas de Kangaba. Je sais que dans les années 2002, quand nous on partait là-bas, on sait le fleuve qui traverse la ville avait une importance capitale. Les bozos qui sont dans la zone pêchaient, les gens, les femmes en tout cas faisaient quand même du maraîchage avec ça. Mais avec l'exploitation des mines aujourd'hui, pratiquement tout est foutu là-bas. Le fleuve là n'est plus comme il était par le passé. Justement par rapport à cette destruction, parce qu'il faut le dire, hein, c'est une destruction de l'environnement, de la faune, de la flore. Ça devient un danger et c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. C'est un fait qui est là depuis longtemps. On a vu des villageois, des brigades même, qui se sont formées pour pouvoir interpeller les autorités. Et souvent, on se demande pourquoi l'État malien ne s'auto-saisit pas, souvent. Je pense qu'elle voit quand même quelque part ces appels faits par les citoyens notamment, et rien ne se fait. Et par la même veine, il y a à peine une année, on a eu un cas comme ça de 70, jusqu'à 70 morts. Et dans la même zone, le même secteur, la même zone. C'est pourquoi je disais que c'est tout le secteur qui est, toute la zone qui est menacée aujourd'hui. C'est pas seulement que Kangaba, comme il a dit, Kenyeba, Bafouabe. Vous voyez, toutes ces zones-là où il y a d'orpaillage, où il y a des sites miniers, surtout gérés par les Chinois, c'est compliqué. Les gens sortent, les gens crient ras-le-bol contre ces exploitations qui tuent l'environnement, qui tuent, comme il a dit, les écosystèmes, que ce soit la faune ou la flore. Donc, c'est vraiment... on a vu même des vidéos sur Bafouabe où toute une forêt qui devait être arrangée pour ces sites miniers-là, pour installer un site minier. Vous voyez, donc c'est des pertes énormes. Et ça s'est fait aussi et au vu des autorités. Les autorités, c'est pas qu'elles ne s'auto-saisissent pas. La question n'est pas là-bas. Pourquoi elles s'autorisent? Pourquoi elles s'autorisent à détruire l'environnement? C'est ça la question en fait. Parce que si la mairie n'est pas complice, vous allez trouver que la préfecture est complice, ou les deux sont complices des sociétés chinoises ou étrangères là, qui viennent exploiter nos sols. Donc c'est pourquoi, quand vous voyez même l'or qui sort du Mali, officiellement, et l'or qui sort du Mali, qui est quantifié, vous allez trouver que l'écart est énorme. Quand on dit officiellement, c'est 10 tonnes d'or qui sont sortis du Mali, vous allez trouver que c'est peut-être 29 tonnes, 30 tonnes, 40 tonnes qui sont sortis du Mali. Parce que c'est tout simplement, il y a certains au niveau décisionnel, au niveau politique ou au niveau, je sais quoi, qui bénéficient ces sites informels en quelque sorte. Parce que ce n'est pas un site industriel où il faut respecter, comme Boubacar Yarkoul l'a dit, une sécurité
générale sur le site où il faut, comme Barrick Gold ou bien où il faut quand même avoir un site bien protégé par des agents et tout. Non, c'est des sites à ciel ouvert comme ça. Ils exploitent ici, ils font des trous, ils creusent en bas, ils creusent des tunnels partout. Ils laissent ça, ils délaissent cette partie comme ça, ils vont ailleurs et les populations locales qui vont venir prendre, comme l'a dit Yalke, des résidus et souvent ça les piège. Et souvent, c'est après on va voir les conséquences. Même pas aujourd'hui, hein. Peut-être dans 5 ans, 10 ans, on va commencer à voir les vraies conséquences. Et il a parlé de la pollution de l'eau. Parce que ces gens, pour extraire de l'or, ils utilisent des produits. Ou pour souvent laver, distinguer les bouts de l'or, ils utilisent des produits. Donc tout ça, l'État est au courant. Tout ça, l'État est au courant. Parce qu'il n'y a rien qui s'est fait au Mali, sur le sol malien, que ce soit en 2020 ou ailleurs. Le Mali, ça s'est fait derrière l'État malien. Parce que les mairies, dans cette zone, personne ne peut aller dans cette zone sans passer par les mairies. Et quand les villageois s'opposent et que la mairie, parce que il ne faut pas oublier la réalité des villages, la réalité des communes lointaines, loin des grandes villes, c'est que les maires ou les gens les fonctionnaires qui représentent l'État sont des dieux ou des demi-dieux là-bas. Il ne faut pas oublier ça. Parce que ils règnent en maître absolu sur leur truc. Donc, du coup, ça pose problème. Et souvent, on a l'impression que les échos n'arrivent pas à Bamako. Souvent, on voit que, comment un citoyen lambda, moi qui suis à Bamako, moi j'apprends les mêmes pratiques néfastes contre les populations, néfastes contre, pour l'environnement, pour la santé. Moi, j'apprends et que mon autorité n'a pas appris. Ça, c'est quand même aberrant. Donc maintenant, pour tout ça, pourquoi? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour l'argent? Donc, est-ce que à cause de l'argent, il faut sacrifier des vies humaines? Est-ce que la vie d'un Malien ne vaut pas plus qu'un simple argent, qu'un simple compte bancaire? Donc, il faut vraiment une conscientisation, une prise de conscience totale, pas des autorités. Parce que on a des gens qui veulent qu'on soit ignorant tout pour le reste de la vie et qu'ils continuent de profiter de ce que ce pays peut donner. Donc ça, c'est vraiment inadmissible. En tout cas, c'était un coup de gueule, hein. Franchement, c'était un coup de gueule. Effectivement, peut-être moi, je vais ajouter au moins quelques mots par rapport à ça. Effectivement, comme il a parlé en fait, ça veut dire qu'il y a une chaîne de corruption qui ne dit pas son nom, qui fait que nous faisons malheureusement face à toutes ces situations-là qui ont des conséquences vraiment difficilement mesurables, quoi. Tellement que c'est déplorable. Et pour la simple raison que même quand vous partez au-delà, parce que déjà je pense que l'autorisation pour exploiter un site, c'est toute une procédure administrative qui est là. Et cette procédure administrative, il faudrait également aussi dans le document contractuel, il y a quand même des dispositions qui sont là. Et bon, voilà, pour que tu puisses exploiter telle zone, voilà ce qu'il faut faire, Tiens compte de l'environnement, tiens compte de la santé, en tout cas de ceux qui résident c'est-à-dire qu'un peu dans la contrée. Par-delà, dès que vous finissez d'exploiter la zone aussi, en principe, vous devez en principe réhabiliter quand même l'espace. Malheureusement, il y a ces dispositions-là qui ne sont pas respectées chez nous ici, je ne sais pas pour quelle raison, mais par-delà, vous trouverez que même aussi dans l'exploitation, dans le non-respect également aussi de certaines dispositions, vous trouverez qu'il y a des complices aussi au niveau, c'est-à-dire que des contrées où ces sites-là sont exploités. Vous trouvez que soit c'est le président de la jeunesse, ou soit c'est le président, c'est le chef de village, etc., qui par moment ont du sérieux problèmes aussi avec les habitants de ces différentes zones-là. Et moi, je pense que l'État c'est-à-dire que dans une disposition un peu de réglementer ce secteur-là, parce qu'il y a du désordre, et je pense qu'il y a même une commission qui a en charge de faire la relecture de tout du code minier, qui, je crois, et c'est dans la même dynamique. Ces travaux ont été avancés et voilà. C'est le dernier code minier qui est demandé à être appliqué pour tous. Très bien, effectivement. Et je pense qu'avec ça, et peut-être les inquiétudes qui sont soulignées ici et là, qui ne datent pas d'aujourd'hui, parce que nous les vivons quotidiennement, certainement, ils ont quand même pris
pris ces inquiétudes-là en charge et faire en sorte que vraiment qu'on puisse aussi respecter l'environnement, c'est-à-dire que dans l'exploitation quand même de ces minéraux-là chez nous. Merci beaucoup, chers collègues. Merci. Vraiment, c'est un dossier qu'on va regarder. On va essayer de scruter l'horizon, regarder un petit peu ce qui se passe dans la zone. Et puis, nous, médias, hommes, femmes de médias, prenons ces sujets à cœur parce qu'il y a plusieurs sujets là-dedans. Voilà, il y a des drames. C'est quand même une denrée assez... c'est un minéral assez important pour le Mali. C'est ça. Voilà, on parle de Mali, pays riche. C'est justement par rapport à l'or, le coton vient après. Mais voilà, il est temps que les choses se fassent, que les actions soient fortes pour vraiment rendre ce Mali aussi très souverain, quelque part. Merci beaucoup pour ce sujet. On va prendre notre deuxième sujet d'ordre national. Le 28 janvier dernier, sous la présidence de l'ancien Premier ministre, M. Ousmane Issoufou Maïga, démarre. C'était le lancement des travaux, voilà, de la commission de rédaction de l'avant-projet de la charte pour la paix et la réconciliation. Quel est votre regard par rapport à cela? Oui, d'accord. Je pense que la commission qui est en charge de travailler sur la charte, ce n'est que la suite logique du dialogue intermalien. Nous savons tous que Ousmane Issoufou Maïga, l'ancien Premier ministre, avait en charge de conduire également aussi ces travaux-là. Et à l'issue, l'une des recommandations de ces travaux était de procéder à la rédaction d'une nouvelle charte pour la paix et la réconciliation nationale. Et je pense qu'il y a eu quand même un avant-travail par rapport à ça, parce qu'une commission avait présidé celle qui est installée pour l'instant. Il y a eu l'avant-projet, ils ont travaillé sur l'avant-projet. Bon, en tout cas, même si officiellement on n'a pas vu le document, et certainement, peut-être c'est suite à la remise, je ne dirais pas officielle parce qu'on n'a pas vu quand même sur les écrans de la chaîne nationale, c'est suite peut-être à la remise quand même des travaux de l'avant-projet au président de la transition qu'il a quand même renouvelé sa confiance à certains mandats, certains membres de la commission pour qu'il travaille également sur le document définitif qui est le projet de la charte nationale. Mais moi je pense que en tout cas c'est quand même une bonne chose parce que je pense que c'est dans la même dynamique de ce travail-là que Ousmane Issoufou est parvenu quand même à jouer le rôle de médiateur pour la libération des 11 politiques qui étaient détenus. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de Maliens aussi qui ont fait des propositions aux autorités. Parce que là, au regard du contexte que le Mali vit aujourd'hui, il faudrait associer tout le monde. Il faudrait associer tout. La raison pour laquelle les gens ont demandé à ce que, dans le cadre de la réconciliation nationale, tous ceux qui sont détenus, il faut les libérer. Les détenus politiques, les détenus d'opinion, il faut les libérer. Par-delà ceux qui sont hors du pays, il faut aussi leur faire appel pour qu'on se donne la main. Parce que le défi est très énorme. On a tellement de défis aujourd'hui. On a des problèmes dans l'espace avec cette question de la CEDEAO. Par-delà également, on a des problèmes avec de grandes puissances. Donc, si on n'est pas unis, difficilement on pourra faire face à toutes ces situations-là. Est-ce que vous voyez? Bon, moi je profiterai quand même de cette occasion également aussi pour demander éventuellement à ce que celui qui est en charge, l'ancien Premier ministre qui est en charge de conduire également aussi ces travaux-là, vraiment de penser aux autres détenus qui sont là, tels que les Rasbach, les Ben, les Kaoudim, etc., les Clément Dambélé, ils sont quand même un peu nombreux, hein, qu'ils pensent à ces gens et que ceux qui sont aussi hors du pays, vraiment qu'ils puissent aussi peser de tout son poids pour que les autorités puissent aussi revoir leur cas. Et au-delà également, je sais quand même qu'il y a un aspect important qui est là. On ne sait pas précisément, parce que déjà, il y avait une charte avant aujourd'hui. Il y avait une charte et cette charte avait, je crois, était issue, je crois, des assises nationales ou, je crois, des assises nationales de la refondation. Il y a eu quand même des dispositions. La charte avait bien défini la vision de la transition, comme les choses ont évolué. Certainement, peut-être, ils ont décidé de revenir là-dessus pour réajuster les choses et pour qu'elles puissent quand même être adaptées à la situation du moment. D'accord, merci beaucoup, Yelkoui. Oui, en tout cas, c'est bien, c'est en soi dans l'idée. Mais quand même, il y a un bémol. Le bémol, c'est quoi? Une charte pour la paix. La paix ne se décrète pas.
On est tous d'accord là-dessus. Et une charte pour la paix, ça veut dire que on a besoin de la paix. Avec qui? Avec nous-mêmes ou avec une autre partie? Si oui, cette autre partie-là, c'est laquelle? Et dans le cas du Mali, on sait que cette autre partie, c'est quand même le CSP aujourd'hui, qui est devenu aujourd'hui le Front de libération de l'Azawad, FLA. Donc, qui est quand même notre, en quelque sorte, notre autre adversaire dans ce dispositif pour le retour de la paix. Et dans cette charte de la paix, est-ce que ces gens ont été associés dans l'élaboration de l'avant-projet? On n'en a pas vu, on n'en a pas entendu, parce qu'ils sont aujourd'hui traités par nos autorités de terroristes. Donc, qui dit terroriste? Mais est-ce que vous pensez que même si on leur fait appel, ils vont pouvoir venir? Tout est politique. Ça, tout est politique, parce que on est dans le champ politique. Le choix de Ousmane Issoufou Diko, Ousmane Issoufou Maïga, c'est pas un choix anodin, un choix au hasard. On a choisi parce que politiquement, il est très fort. Politiquement, et au Mali, on assimile l'âge à la sagesse. Donc, les autorités actuelles disent qu'il est sage, les gens peuvent l'écouter. Et eux aussi, comme l'a dit Yalke, ils doivent l'écouter. C'est pourquoi ils ont libéré les 11 détenus politiques. Donc aujourd'hui, il doit quand même y avoir, très généralement à mon entendement, pour que cette charte soit une charte. La première charte pour la paix, c'était sous Ibeka. C'est même pas sous... parce que quand ils ont annoncé l'avant-projet de cette charte, nous on a sorti cette charte, on a dit qu'on a déjà une charte pour la paix. Pourquoi vous voulez encore une autre charte? Ils n'ont pas expliqué. Non, mais c'est la charte qui a fixé qui peut être... non, ça c'est la charte pour la transition. Oui, mais ça revient. Cette charte l'a pris en compte pas mal de dispositions. Cette charte, c'est spécifique pour la paix et la réconciliation. C'est une partie de l'autre charte. Ce n'est pas une partie, c'est comme... Parce que quand on a dissous, on a dit l'accord est caduc. Donc pour remplacer cet accord, il faut un document. Parce que quand on dit l'accord qui régissait, qui avait mis fin aux hostilités entre les parties belligérantes, l'État malien et en ce moment la SEMA, aujourd'hui on a dit que cet accord n'existe plus. Donc sur quelle base même si on va aller négocier ou on va discuter, sur quelle base? Je crois que cette charte est en train d'être rédigée pour cela. Mais pour cela, l'accord a été rédigé par deux parties. Parce que si c'est pour la paix, parce que l'accord, l'appellation, c'est seulement la charte. Sinon, c'est l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Mais ici, on a dit la charte pour la paix et la réconciliation. Donc, la charte n'est pas forcément... Un accord. Je peux vous... Si, c'est un accord quelque part. Mais si ça soit un accord, il faut que ça soit deux parties. C'est plutôt un document de principe. Exactement, mais ce document de principe doit être partagé par tout le monde. Nous, on est tous d'accord. Non, tous ceux qui rédigent dans la commission, tous ceux qui sont dans la commission sont d'accord que le Mali est un et indivisible. Le principe laïque, le principe républicain de l'État malien. Mais qui n'est pas d'accord avec ces principes? Non, en fait... C'est le FLLA. Non, en fait, le problème, c'est quoi? Moi, je pense que cette charte, comme je l'ai si bien dit, n'est que la suite logique des recommandations faites lors du dernier dialogue intermalien. Oui. Et lors du dernier dialogue intermalien, il y a certaines décisions qui ont été émises, c'est-à-dire que par le peuple malien, ceux-là qui ont été consultés au cours du dialogue, qui en réalité sont en déphasage avec les documents précédents, rédigés sous la transition. Donc maintenant, du moment où la situation a évolué, il faut réajuster c'est-à-dire que les dispositions en fonction de l'évolution de la situation. Et la raison pour laquelle moi je dis, par exemple, certainement peut-être parmi les militaires qui sont là, il y a certains qui ont des ambitions politiques. S'ils ont des ambitions politiques, mais l'autre charte, par principe, l'autre charte est contre. Oui, mais la charte est relue. Non, c'est un exemple que je donne. La charte est relue à sauter ses verrous aussi. Hein. Non, même pas. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Dans cette charte qu'on a dit, parce que dans l'ancienne charte, c'était 6 mois. Pour être, si vous voulez être candidat, un militaire veut être candidat, il fallait 6 mois de démissionner. Mais dans la charte relue, c'était 4 mois. On a même dit à l'époque que la charte a été taillée sur mesure pour Assimi Goïta. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non. Donc, du coup, et en plus, dans l'ancienne charte, c'était dit le président de la transition, le vice-président, le président du CNT, le premier ministre ne pouvait pas être candidat. Mais dans la charte relue, tout ça, ça a été, ils ont biffé.
Ils ont biffé tout simplement parce qu'ils n'ont pas dit le président peut être candidat ou pas. Ils ont enlevé la partie. Non, dans la charte les choses ont évolué. Exactement. Je ne suis pas dans les secrets. Il faut s'attendre également à de nouvelles dispositions par rapport à tout ce dont on parle. Oui. On n'est pas dans les secrets parce que ce n'est pas encore fini, c'est en cours de rédaction. On va attendre d'abord qu'ils finissent avec ça. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, il n'est pas forcément dit, la paix et la réconciliation, il n'est pas forcément dit que c'est avec les groupes armés seulement. Il y a un sérieux problème qui est là aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a un véritable dysfonctionnement parce qu'il y a un fossé qui ne dit pas son nom entre les dirigeants également aussi et une bonne partie de la population. Aussi, il y a une bonne partie avec la classe politique, avec la société civile. Il y a un problème qui est là. Raison pour laquelle à chaque moment que leur font appel par rapport à des sujets d'intérêt national, ils refusent de participer. Il y a ce problème qui est là. Et maintenant, pour trouver un moyen, faire en sorte que les gens puissent se retrouver, il faut partir de quelque chose. Et raison pour laquelle moi je me dis que cette charte-là a pour mission de faire en sorte de rassembler le peuple autour, c'est-à-dire que d'un objectif commun. Ils sont dans cette dynamique-là. Et les groupes armés dont vous parlez, à un moment donné, l'État avait lancé un appel à l'endroit de ces groupes armés. Il leur avait dit à l'époque, ceux qui sont pour le Mali, il n'y a pas de problème, venez, on va discuter. Il y a certains qui sont venus, d'autres ont refusé. Toutes les tentatives ont été faites, ils ont refusé. Donc maintenant, ils ont été classés sous le registre des terroristes. Raison pour laquelle ils sont en train d'être combattus aujourd'hui. Moi, je ne dirais pas que la guerre... Ils ont posé aussi des actes terroristes. Effectivement, la guerre n'est pas une fin en soi. Toute guerre, en tout cas, a été sanctionnée par un accord, par le dialogue. Et moi, je pense que l'État malien est dans une posture aujourd'hui qui est aussi rationnelle du moment où quelqu'un qui remet en cause l'unité nationale, quelqu'un qui remet en cause, en tout cas, c'est-à-dire que l'indépendance de l'État, c'est-à-dire qu'une bonne partie du territoire, il n'y a pas d'autre formule quand même que de le combattre. Maintenant, s'il y a aussi le revient à la raison, il n'y a pas de souci. Le dialogue est là, il vient vous discuter. Maintenant, ce que l'État peut faire pour lui, il le fera. Est-ce que vous voyez? Oui. Et je pense que, mais pour l'instant, je pense que cela n'est pas la vision quand même des autorités parce qu'elles ont été très claires par rapport à ça. Tous ceux qui sont contre l'intérêt de l'État, tous ceux qui sont contre l'utilité du pays sont considérés comme des terroristes et sont traités comme tels. Oui, moi là où je suis d'accord avec vous, c'est vraiment ce côté parce que au Mali, on sait, le dialogue intermalien avait pour but de dialoguer. Ça aussi, dialogue, quand on dit dialogue, c'est deux parties. Mais on a dialogué entre amis, entre partisans. Donc c'était un grain. On avait dit à l'époque sur ce même plateau. Et on a dit tout sauf l'essentiel. Parce qu'on a demandé, on a dit de donner 5 ans ou 10 ans à Assimi, de leur faire des généraux. Ils sont devenus des généraux. Donc c'était vraiment pas, quand on lit même les TDR, les termes de référence, c'était pas ça l'objectif du dialogue. La charte pour la paix et la réconciliation, moi, ma foi, est très différente de la charte pour la transition. Mais n'empêche que dans leur discussion, comme vous venez de dire, comme on est malien, on sait bien le faire. Ils peuvent glisser des mots comme Assimi candidat, les gens, vu que c'est parce que la différence entre les deux, l'autre charte pour la paix, comme la transition, comme on l'a dit, c'était quand même les premières assises nationales. Ils avaient appelé ça les journées de constatation nationale, dirigées par le colonel Alou Bayoko, qui avait dirigé ça pendant 3-4 jours pour sortir la charte, dont certains avaient même renié, tel que Madame Si Kajarousso, qui avait dit que c'était pas ça, les recommandations qui sont sorties ici des journées de constatation ne reflétaient pas ce que les gens avaient dit. Donc là aussi, les gens avaient déjà su qu'il y avait déjà un document préconçu qui était là, seulement ils ont laissé les gens bavarder et aller venir lire ça comme pour dire. Donc on est fort dans ça. Ça, je suis d'accord avec vous. Sur ce plan, on peut la charte pour la paix, normalement son objectif c'est quand même de ramener la paix et comme vous l'avez dit, le vivre ensemble entre que ce soit l'entente entre les autorités et la population ou les deux parties, l'État et les autres, même Amadou Koufa, on avait demandé quand même un dialogue qu'il y ait un dialogue entre Amadou Koufa et IAD.
les gens qui ont fait, c'était, je crois, avant le dialogue, les assises nationales de la refondation. Ils avaient demandé de négocier, en quelque sorte, avec eux. Donc, ce sont des Maliens. On peut peut-être tenter de voir tout ça, mais subtilement, ils peuvent mettre Assimi 5 ans ou 10 ans encore, ou bien Assimi candidat. Ça, c'est possible. Est-ce que quelque part aussi, c'est pas une estimation des Maliens comme quoi c'est un élément assez important pour amener la paix? Non, moi, parce que quand même, le nombre des membres de la commission, c'est limité. Ce n'est pas comme une grande rencontre où la salle est pleine, où le CCP est pris d'assaut, les gens viennent par thématique le font. Ça, c'est vraiment des experts, plus des ministres qui ont été choisis par Assimi et présidés par Ousmane Issoufou Maïga. Donc là, c'est vraiment dans une autre forme d'intelligence malienne qui est là, qui va repencher sur... Mais là, c'est pourquoi je dis que normalement, au lieu que ça soit ainsi, il fallait quand même trouver d'abord voies et moyens pour rentrer en discussion, en dialogue avec l'autre partie. Parce que c'est vrai, c'est qualificatif. Hein. On a qualifié qu'ils sont terroristes parce qu'ils ont posé des actes terroristes condamnables, abominables, de tous les noms d'oiseaux qu'on peut les citer. Parce que quand même, ils ont attaqué le bateau Tombouctou, ils ont revendiqué ça. Ça vraiment, moi, c'est quelque chose qui me reste toujours à travers la gorge. Ça, je ne pardonne pas. Mais l'intérêt supérieur de l'État, souvent, on peut accepter certaines choses pour l'intérêt supérieur. Si après tout ça, on leur dit, on leur gracie ou on leur dit au nom de l'intérêt supérieur de l'État, le Mali est vieux que nous tous et on va passer, le Mali restera. Si le Mali va rester malgré tout ça, parce qu'ils ont des sacrifices quand même. Peut-être il faudrait, dans ce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont en train de construire un mémorial pour l'armée, peut-être il faut aussi construire un mémorial pour les civils qui sont morts pour le Mali. Ils sont morts pour le Mali. Les gens qui ont été calcinés dans le bateau Tombouctou sont morts pour le Mali. Ce sont des victimes maliennes. Donc il faut des victimes au pays d'Ogon, à Bandiangara, à Koro, à Tizawanten, sont des victimes maliennes. Donc il faut peut-être aussi penser à mettre en place un mémorial pour ça. Je suis d'accord, mais il faut quand même trouver des voies et moyens pour discuter avec tout le monde, comme vous l'avez dit, les exilés, ceux qui sont en prison, ceux qui ne sont pas d'accord avec l'État, le principe de l'État, par les muscles des arguments et non les arguments des muscles pour les faire revenir à la raison. Mais du moment que le gouvernement dit qu'on ne veut pas discuter avec tous ceux qui ne vont pas dans notre sens ou tous ceux qui sont considérés comme terroristes. Beaucoup l'ont dit, mais sont revenus. Dans l'histoire, comme il a dit, toutes les guerres sont terminées autour de la table. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Même la guerre entre Hamas et Israël. Combien de morts, combien de destructions. Mais c'est l'accord qui finit ça, qui est en train de mettre fin à ça. Donc, quel qu'en soit, on peut avoir, comme il a dit, aujourd'hui, parce que par coup de colère ou de l'émotion, on peut prendre des décisions, on peut prendre des postures, mais après, peut-être la raison va gagner, et quand la raison viendra, on va dire, bon, ce qu'on avait dit ça ne va pas commencer avec eux, et ça ne va pas terminer avec eux, quoi. On peut réajuster les approches et les avis et les décisions. Voilà. D'accord, merci beaucoup, cher monsieur. Voilà, on verra ce document fini. On va voir qu'est-ce que ça va donner et surtout à savoir si ça satisfait réellement les Maliens. On a un troisième sujet d'ordre national. Il s'agit de notre situation énergétique. Voilà, l'IDM. Les Maliens vivent une situation énergétique depuis un certain moment. Voilà, je vais vous laisser sous l'eau nous dire quelque chose par rapport à ça. Vous êtes chef d'entreprise, il y a le QSF d'entreprise, donc vous êtes mieux placé pour le décrire, mais quand même, quand le général de division Abdoulaye Maïga a été nommé, il a fait ce sujet son premier cheval de bataille. C'est ça qu'on a eu l'impression, parce qu'il a fait quand même 2-3 visites sur ça. Il a demandé les employés de l'EDM de lui proposer des pistes de solutions. Ils ont fait. Et depuis lors, patatras, on n'entend rien, on ne voit rien. La situation est statico, on est là comme ça. Et est-ce que tout ce qu'on lui a montré, il a suffisamment vu pour dire que je pensais que c'était
plus léger que ça, parce qu'on a dit les jeux ne portent pas bagage, mais connaissent quand même bagage qui est lourd. Donc peut-être qu'il a vu que vraiment la situation de l'EDM dépasse ce qu'il pensait ou il espérait. Donc, comme vous l'avez dit, on est en train de sortir tout doucement de la fraîcheur et on va entamer la période chaude. L'année dernière, on a vu il y a eu combien de décès au Mali dû justement à l'EDM. Parce que même les hôpitaux, les morgues des hôpitaux refusaient des morts. Donc, cette année, est-ce qu'on va vivre les mêmes situations? Si c'est ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'horrible qui attend les Maliens. Et on a l'impression que ce nouveau Premier ministre n'a pas les solutions. D'accord, merci beaucoup. Yalkoy, par rapport à cette crise énergétique là, qui perdure, ça on ne peut pas le mentir, on ne peut pas dire autre chose qu'elle est toujours là. Et évidemment, les Maliens aujourd'hui se posent la question, est-ce qu'on va vivre cette situation pendant les périodes de grande chaleur qui approchent à grands pas, et avec ce Ramadan aussi qui est là dans quelques semaines. Oui, en tout cas, tout porte à croire que le bout du tunnel n'est pas pour aujourd'hui ou pour demain, quoi. C'est pas dans un bref délai, pour la simple raison que les faits le démontrent. Souloy a déjà expliqué un cas, ça a dit que dès l'installation du nouveau Premier ministre, il avait pris attache avec le personnel de EDM pour éventuellement voir quelles sont les pistes de solutions pour sortir rapidement de ce problème qui n'a que trop duré. Mais au regard un peu de toutes les propositions qui ont été faites là-bas, on s'est rendu compte que même si les autorités ne se sont plus prononcées là-dessus, dans les coulisses, on a appris que ces solutions-là, les autorités pensent qu'elles peuvent être considérées comme, c'est-à-dire que anti-souverainistes. Anti-souverainiste pour la simple raison, si on demande aujourd'hui au Mali de retourner vers la Côte d'Ivoire pour avoir l'électricité, vous voyez ce que ça fait. Et l'information avait, à un moment donné, c'était sur la place publique, parce qu'il y a un compte rendu par rapport à ça. Et l'EDM a été très clair pour résoudre, ça dit que dans un bref délai, ces problèmes, il faut retourner vers la Côte d'Ivoire. Or, les décideurs, ceux qui ont le dernier mot, il semblerait qu'ils ont dit pas question de retourner vers la Côte d'Ivoire, ce qui fait qu'on est dans ce problème aujourd'hui. L'autre alternative qui avait aussi été étudiée ici, qui est en lien avec l'énergie solaire, avec les panneaux, il y avait 3 sites qui avaient été à un moment donné identifiés, et le président de la transition avait procédé à la pose de la première pierre. Je crois qu'il y a Sanankoroba, il y a Tiagadou et puis il y a Safo, je crois. Mais le délai qui avait aussi été donné par rapport à ça, on a vu que cela n'a pas été respecté depuis autant de, je crois, de Madame Camara. Voilà, Bintou Camara, qui avait même fait un passage éclair sur l'ERTM, sur le plateau de l'ERTM, à l'issue duquel elle disait que, bon voilà, dans quelques jours là, ça dit que ça sera un mauvais souvenir ce que nous traversons. Et malheureusement, jusque là, en tout cas, la souffrance, elle demeure. Et maintenant, on a vu avec, c'est-à-dire que les récentes informations qu'on a eues par rapport à Safo, avec la sortie du président de la transition, où il disait que bon voilà, il y a certains quand même spéculateurs fonciers, certains qui ont quand même construit qui ont fait des investissements sur le site là, et lui-même il était dépassé. Mais maintenant, on ne sait pas ce qui sous-entend. Ça, c'est un seul site. Et les 2 autres sites, où est-ce qu'on en est avec, personne ne le sait pour l'instant, parce qu'il semblerait même que ces zones sont sécurisées et l'accès n'est pas du tout facile pour un citoyen. Ouais. Donc, et après tout ça, le président a vraiment souligné, il a fait une proposition qui sous-entend que, en tout cas, cette question quand même d'énergie, la solution n'est pas pour aujourd'hui. Le fait de dire que bon voilà, l'État va subventionner les batteries lithium, etc., comme il le fait déjà avec l'OPAM, je crois, par rapport aux céréales. Donc, vous voyez un peu, en tout cas, au regard un peu du contexte aujourd'hui, c'est pas une solution alternative à hauteur de souhait. Pour la simple raison que tout le monde le sait. Les conséquences de cette crise énergétique sur en réalité la marche de pas mal de choses. Nous qui sommes entrepreneurs, il a eu à le souligner, à cause de cette question d'énergie, on a des problèmes aujourd'hui.
Moi-même, personnellement, qui avait une imprimerie à un moment donné, ça me fait presque 2 ans maintenant, mes machines ne fonctionnent plus. Est-ce que vous voyez? Et dans d'autres secteurs, pas moi seul, ceux qui sont, les femmes qui vendent de la glace, à ceux qui font d'autres trucs avec l'électricité, les soudeurs, tout le monde est dans des problèmes. Les gens ont été à un moment donné, c'est-à-dire que de venir avec une solution alternative qui n'est autre que les groupes électrogènes et autres. Mais ça, c'est pas pour vraiment. Ça a un coût aussi. Ça a un coût, voilà. Donc, c'est vraiment un problème. Et en tout cas, la situation, elle reste toujours, c'est-à-dire que d'actualité, elle reste toujours un problème. Et jusque-là, en tout cas, il ne faut pas respirer sur une issue heureuse dans un délai proche. Vous pensez que les deux centrales dont on ne parle pas trop, on ne sait pas la situation, mais en tout cas, jusque-là, n'ont pas de problème. Je crois que là aussi, le ministre de l'économie, Alioune Senou, lors d'une visite à l'extérieur, je crois en Russie ou en Chine, il avait dit qu'on n'avait pas signé des contrats. Les poses des premières pierres ont été faites, mais il n'y avait pas de contrat. Il dit que par rapport aux centrales solaires? Oui, de Sanakroba et de Tchagadou, que les papiers sont en train d'être formalisés pour signer le contrat avec les sociétés qui doivent faire. Il avait dit, parce qu'ils avaient besoin des titres fonciers de ces terrains aussi, dans les conditions de signature ou d'accès à la banque, là, il fallait avoir des titres fonciers et que ces zones n'avaient pas de titres fonciers. Donc, pour avoir tout ça, ces titres fonciers et tout, c'est avec ça qu'on devait signer le contrat. Ça, il avait dit ça lors d'un de ses déplacements à l'extérieur. Mais maintenant, le souci c'est quoi? Le souci c'est qu'on est dans l'AES. On est en train de parler de souveraineté. Or, le Niger était dans le même cas avec quand le Nigeria avait coupé son électricité. Est-ce qu'aujourd'hui le Niger est dans le même cas? Je ne suis pas sûr. Le Burkina Faso était dans le même cas quand le Burkina avait commencé à muscler ses biceps avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait diminué. Pour le cas du Mali, c'est que les gens ignorent. Les gens le savent très bien quand même que la Côte d'Ivoire n'a pas coupé son électricité au Mali. Ils ont juste diminué le débit. La zone de Sikasso jusqu'à Koutiala, c'est alimenté par la ligne Côte d'Ivoire. Donc, ils ont juste diminué parce que le Mali leur doit beaucoup. Si aujourd'hui, avec de bonnes volontés, on répare, même si on dit aujourd'hui on va au Sénégal ou on va dans d'autres pays, c'est des nouvelles lignes budgétaires. Il faut des pylônes, il faut des... Mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, les experts ont déjà dit, parce que les installations sont déjà là, il suffit simplement juste de tomber d'accord et la Côte d'Ivoire va augmenter le volume et nous on a notre électricité. C'est juste ça. Parce que le Burkina Faso c'était comme ça et quand IB a vu que, comme vous l'avez dit, même c'est la télévision nationale qui était sortie, qui était allée à Ouagadougou, dans les rues de Ouagadougou pour constater le coût de l'estage sur les populations locales. Les dames, moi j'ai vu les dames pleurer pour dire que voilà des jus qu'on avait mis hier soir à cause de l'électricité, on est obligé de les verser, on est obligé de les jeter. Donc quand il a eu écho de ça, automatiquement il est allé négocier. Aujourd'hui à Ouaga il n'y a pas de délestage. Il n'y a pas de délestage. Pas autant quand même. Voilà, pas autant. Il y a des délestages mais pas de coupure. Nous on n'a pas de... Au Mali on ne parle plus de délestage. Nous on n'est pas dans délestage. On est dans l'absence totale de l'électricité dans certaines zones. Donc tout ça, souveraineté, c'est des mots pour berner, excusez-moi du terme, le peuple malien. Sinon, même les États-Unis ne sont pas souverains. Il y a Modibo Mao Makalou qui disait sur Renouveau que les États-Unis, leurs dettes extérieures sont détenues par la Chine et le Japon. Donc, on ne peut pas être Mali à des dettes extérieures. On ne peut pas avoir des dettes extérieures et dire qu'on est souverain. Ça, aucun pays au monde n'est souverain. Donc, il faut qu'on sorte de ça et alléger la souffrance des Maliens. Je crois qu'ils ont vu dans le visage des Maliens. Je disais ça au début sur votre plateau. On n'était même pas d'accord. Vous n'étiez même pas d'accord avec moi parce que quand je disais que les Maliens n'aiment pas travailler. Et ça, moi, je suis dans un pays qui travaille, qui vit de ces des populations dont le revenu est lié à leur travail. Je suis sûr et certain qu'ils étaient déjà descendus dans la rue pour demander qu'on règle ces problèmes-là. Ces Maliens-là ne sont pas, ceux qui souffrent là, ne sont pas politiques, ils ne veulent pas que... Souvent, certains même ne connaissent même pas le président. Ils ne connaissent même pas comment le président fait. Ils ne regardent pas la télévision. Ils ont seulement besoin pour souvenir à leurs besoins. Merci. Donc aujourd'hui, moi personnellement, s'il y a courant, s'il y a électricité à 100% à Bamako, au Mali, je dirais à Assimi 200 ans. Si ça... Merci beaucoup. Non, mais n'oublie pas aussi que c'est un choix aussi du peuple.
le fait de ne pas retourner vers la Côte d'Ivoire. C'est la résilience, c'est un choix. Les internautes qui ne non, pas les internautes seulement, même quand tu fais une interview dans la rue tout de suite, là, tu verras que la majorité... Tous ces gens, c'est pourquoi ils ne sont pas travailleurs. Tous ces gens, je vous jure, vont faire une enquête. Ces gens, soit ils dépendent des dons de l'extérieur, parce que les parents, ils ont des fils à l'extérieur qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en Guinée, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui les envoient chaque mois de l'argent. Non, de toutes les façons, ce sont des Maliens. C'est ça le plus important. C'est pourquoi je dis, voilà, maintenant vous êtes d'accord avec moi. C'est à discuter quand même, c'est à discuter. Il y a des approches sur lesquelles je suis d'accord, mais il y a des approches sur lesquelles je trouve que c'est encore un petit peu fort. Vraiment, voilà, c'est encore à la limite une interpellation et on demande toujours aux Maliens d'être résilients. Hein. Il faut vraiment cette résilience-là. Moi, si il y a courant à pour qu'il y ait une certaine sérénité dans le pays, mais je pense qu'il faut vraiment aussi que nos gouvernants, voilà, qui prennent des dispositions, surtout par rapport à cette grande période de chaleur et ça nous coûte absolument rien. Approche et on sait comment les personnes âgées qu'on a tous dans nos familles, ça a été très difficile. Voilà, téléspectateurs de Mandé TV, les sujets du Mali sont terminés. Nous avons des sujets régionaux. On va aller au niveau de la République démocratique du Congo. Voilà où cette situation de combat qui se passe dans la zone de combat, de Goma plutôt, pardon, où il y a eu quand même pas mal de morts, à hauteur de 773 morts, les derniers chiffres, avec près de 2800 blessés. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? On sait que cette situation, on l'a dit, redit ici plusieurs fois, elle est politique. À la base, elle date d'il y a très longtemps. Très très longtemps. Voilà. On parle de 30 ans par certains médias, mais quand même la naissance de M23, c'est 2012. Tout ce que moi je me souviens, c'est le mouvement de 23 mars 2012 est né au même moment qu'on avait ici aussi M22, quelque chose comme ça, avec Omar Mariko. Donc, c'est voilà, les deux mouvements sont nés. Les objectifs ne sont pas pareils. Pas pareils. Voilà. En ce moment, pour Omar Mariko, c'était pour soutenir Sanogo. Et ici, c'était vraiment pour faire la guerre à l'État central. Mais comme c'était Kabila qui était là, Kabila a su gérer ce mouvement jusqu'à son départ. Donc, ils ont même allé jusqu'à signer de l'accord. Et cet accord, quand Félix Tshisekedi est venu, il a trouvé que ce n'est pas un accord qu'il peut mettre en place, qu'il peut mettre en œuvre. Donc, il a traîné à mettre en œuvre. Et d'un côté, parce que ce mouvement, quand même, c'est un mouvement qui est anti-FDLR. FDLR, c'est un mouvement de force démocratique pour la libération de Rwanda. C'est des, entre guillemets, anciens génocidaires de Rwanda qui se sont réfugiés au niveau de la RDC, qui sont soupçonnés par Paul Kagame comme soutenus par l'État congolais. Parce que lui, il dit que l'État congolais ne combat pas ce mouvement, alors que c'est un danger pour Rwanda, pour Kigali, selon son entendement. Et dans certaines de ses prises de parole, parce que lui aussi, il est comme Donald Trump, comme Poutine, on n'arrive pas trop à le cerner souvent. Tantôt, il parle quelque chose, tantôt, il dit le contraire. Paul Kagame, aujourd'hui, parce que jusqu'à présent, même hier, je crois, hier, il a dit qu'il n'avait pas connaissance de la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais. Alors qu'on les a vus, les militaires rwandais sur le sol à Goma. Donc lui, il dit que non, lui, il n'avait pas de connaissances. Comment ça peut être fait? Un président, ses soldats sont sur un autre territoire, lui n'est pas au courant. Donc vous voyez qu'il joue le double jeu. Donc il dit, lui, il mène d'abord, avant de dire hier qu'il ne savait pas la présence de ses soldats sur le sol congolais, il avait dit qu'il mène une guerre préventive contre les FDLR, parce que pour lui, il estime que s'il ne le fait pas depuis leur base, là où ils sont, ils vont venir déstabiliser Rwanda. Donc il le fait à cause de ça, grâce à ça. Donc c'est pourquoi, comme c'est des gens considérés comme des génocidaires, le monde aussi, la communauté internationale aussi a quelquefois fermé les yeux. C'est comme le cas de Israël-Gaza, on en avait parlé ici. Certains même disent que Rwanda est l'Israël de l'Afrique.
parce qu'ils ont été victimes de génocide sous les yeux du monde entier. Le monde entier n'a rien fait. Il y a eu tellement de morts qu'aujourd'hui, on a laissé la main libre à Paul Kagame de faire tout ce qu'il veut, parce que il est venu, il a mis fin à ça, il a développé le pays et tout. Donc, tout ça, quand on voit tout ça, et on a du mal à quand même croire que Paul Kagame n'a pas de soutien de la communauté internationale pour oser attaquer un pays qui est plus grand 10 fois que son pays. Ça, c'est... Et la population même est plus de... Parce que Rwanda fait maximum 14 millions et Congo fait quand même plus de 100 millions. Donc, quand on voit même la proportion de la population, c'est énorme. Donc, à ce niveau, on voit quand même en quelque sorte l'hypocrisie de la communauté internationale qui a payé quand même le prix aussi, parce que les Congolais sont sortis pour saccager les ambassades des États-Unis, de la France, entre autres. Donc, vous voyez, donc du coup, c'est une guerre très très politique et très diplomatique. Il faudrait que la RDC ait des alliés très forts, parce qu'il ne faut pas que la diplomatie aussi s'arrête à seulement dire que c'est Rwanda, mais il faut avoir des alliés qui puissent vous aider à démontrer ou à vous protéger. S'il n'y a pas ça sur la scène internationale, c'est comme nous, au Mali, on a dit on a des preuves contre la France, on a demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité. Jusqu'à présent, ça n'aboutit à rien. Parce que peut-être que notre diplomatie marche, mais est-ce que notre diplomatie cherche des alliés qui puissent le pousser à atteindre cet objectif-là? Si le Congo est aussi, la diplomatie congolaise est dans ces cas, le Rwanda peut être un petit pays, mais sur la scène internationale, c'est sa voix qui va porter. D'accord, merci Soulo pour cette analyse-là. Yalkoy? Oui, moi je pense que, en tout cas, Soulo a tenu des propos très pertinents par rapport à cette situation. Je vais faire économie de tout ça, peut-être pour évoquer... c'est-à-dire que deux aspects. Le premier, comme il l'a si bien dit, c'est-à-dire que la force qui est considérée comme un groupe armé rwandais qui se trouve opposé à l'autorité de l'État de Paul Kagame, qui se trouve sur le sol congolais, et quelque part, ça viole beaucoup de principes. Nous, on a ce même problème chez nous ici lorsque nos groupes armés se retrouvent à Alger. On dit mais ils n'ont pas le droit de les protéger du moment où déjà ils sont contre l'unité de l'État ici. Donc à ce niveau, je pense que Paul Kagame a mais une raison en soi sur le Congo par rapport à cette situation. Le deuxième aspect aussi, il a parlé du cas du M23. Le cas du M23, et puis aussi même Tshisekedi aussi pense que peut-être le Rwanda est de mèche avec le M23 pour chercher à le déstabiliser, qui d'ailleurs pratiquement a pris, je crois, Goma déjà, ils avançaient. Et ce qui est aussi important à comprendre dans cette histoire aussi, la guerre, elle a un volet aussi économique. C'est-à-dire que le fait qu'il y a les ressources minières qui sont quand même dans Goma, voilà, dans cette zone-là, en tout cas, tout le monde essaie de faire main basse sur ça. Le M23 a pu quand même prendre la zone, et je crois que, c'est-à-dire que il a même mis en place un système d'exploitation, c'est-à-dire que des sites miniers artisanaux qui lui permet vraiment de faire de financer également aussi ces éléments. Et par-delà également aussi, il y a le Rwanda aussi qui en profite, parce que la plupart des trucs qui sont extraits là-bas passent par une procédure illégale au niveau du Rwanda, et à partir de là-bas, ils versent ça dans leur exploitation minière. Voilà, quels sont les pays que vous pensez qui soutiennent réellement? Parce qu'on parle toujours des pays extérieurs et tout. Il s'agit de quoi? C'est un pays européen, c'est les États-Unis, c'est quoi? Soutenir qui? Soutenir cette guerre qui n'a que trop duré d'ailleurs. Non, bon, en fait, moi je pense que là, bon, en tout cas, comment on appelle ça, le président congolais quand même, il a quand même manifesté son mécontentement, le fait que, Soulou l'a dit, le fait que la communauté internationale, les Européens, les États-Unis, etc., qui parle de communauté internationale, qui parle des Nations Unies, on parle des États-Unis. Voilà. En tout cas, il n'a pas en tout cas indexé quelqu'un, mais il pense quand même que ce mutisme-là face à la situation, honnêtement, ça sous-entend qu'il y a quand même de partis pris à leur rencontre. Ouais. C'est comme ça qu'ils voient la situation. Est-ce que vous voyez? Donc, en tout cas, c'est quand même déplorable. Et moi, à mon entendement, au lieu de s'appuyer sur son sort, quelque part, il est aussi responsable, parce que tu ne peux pas avoir un territoire aussi vaste
avoir, c'est-à-dire qu'une population estimée à 100 millions et ne pas songer à travailler sur son armée. Exactement. Depuis son arrivée, qu'est-ce qu'il a fait? La question se pose aujourd'hui. Voilà, il y a ces points, il y a d'autres points aussi, c'est la proximité. Goma est à près de 2000 km de Kinshasa. Donc, c'est un vaste territoire. C'est un très vaste territoire. Et Goma, pour quitter Kinshasa pour aller à Goma, il faut seulement... L'État n'a pas travaillé pour mettre un réseau routier viable pour permettre de relier les deux capitales. Donc, du coup, Kigali est à peu près à plus de 100 seulement kilomètres de Goma. Et la route Kigali-Goma, c'est en très bon état. Parce que Goma, vous avez, c'est la zone frontalière entre Rwanda. Non, c'est fait pour les ressources minières. Voilà, c'est fait pour les ressources minières, mais c'est le développement aussi de Rwanda. Rwanda, c'est un petit pays, le gars, il a bien managé, donc il a mis des réseaux routiers performants. Donc, moi, c'est un analyste, c'est un spécialiste qui m'a dit, parce que quand j'ai dit que Goma, comment un petit pays comme Rwanda peut oser s'attaquer à un grand pays comme la RDC. Le gars me dit, voilà le premier problème. Le premier problème, c'est la distance entre les deux capitales. Quand Kinshasa dit, voilà, on prend des décisions, on envoie des gens par la route à Goma, ces éléments ne vont pas arriver. Parce qu'ils vont tous être tués parce que la route est mauvaise. C'est très facile de poser des embuscades. Et la zone, il m'a dit, la zone de Goma est très très forestière. Il y a tellement de forêts que partout vous ne voyez rien. Donc le seul moyen de transport possible, c'est aérien. Il dit que moyen aérien, prendre des troupes à Kinshasa pour les envoler à Goma, sachant que Goma n'est pas dans votre main, c'est pas une mince affaire. Donc pourquoi il m'a dit le Rwanda a facilement envahi Goma? Parce que il m'a dit Kigali et Rwanda, ça fait seulement 100 km, 120 quelque chose, une centaine de kilomètres seulement. Et la route est très bonne. C'est ça qu'il m'a dit. Donc du coup, aujourd'hui, soutien de M23 par le Rwanda, ça c'est très clair, parce qu'on a vu les éléments rwandais sur le sol congolais. Ça c'est très clair. Mais maintenant, le deuxième problème, c'est est-ce que d'autres pays soutiennent le Rwanda pour faire ce qu'il est en train de faire en RDC? Ça c'est moins sûr, mais là où la RDC... Comment c'est moins sûr? Parce que... Aucun pays ne va forcément s'afficher. Là où c'est moins cher, c'est que parce que quand même, la RDC a demandé une réunion d'urgence qu'elle a eue au Conseil de sécurité. Et là où le Rwanda, ça a un peu vexé la RDC, c'est que ils ont fait la réunion d'urgence, ils ont demandé, ils ont intimé l'ordre au Rwanda de retirer ces éléments de RDC. Mais ils n'ont pas condamné le Rwanda comme le voulait la RDC. Donc c'est pourquoi la RDC dit, donc si vous venez, en plus ils n'ont même pas nommé, ou ce jour-là, la première réunion, lors de la première réunion, aucun pays n'a osé nommément appeler le Rwanda à retirer ces éléments. Vous voyez, donc ça a vexé la RDC qui dit, vous fermez les yeux sur le Rwanda, vous savez très bien que ce sont des éléments rwandais qui étaient sur notre territoire. C'est pourquoi les populations se sont levées pour aller saccager les ambassades. Donc vous voyez, donc c'est le mutisme, c'est les yeux fermés de la communauté internationale entre guillemets qui fait mal à la RDC que plus que d'autres formes de soutien. D'accord. Comment vous voyez cette sortie de crise, de tension, de combat? Qu'est-ce qui est vraiment envisageable assez rapidement? Non, mais moi je pense que ça dit que c'est le dialogue, hein, c'est le dialogue, et il faudrait que ça commence d'abord par l'espace. C'est-à-dire qu'il y a des pays limitrophes qui sont là généralement, qui interviennent quand il y a des crises de ce genre. Et je pense qu'il y avait même eu une réunion dans ce sens, voilà, une visioconférence par rapport à ça. Voilà, effectivement. Et puis, apparemment, c'est le président congolais lui-même qui s'est retiré quand même des échanges chez jour. Parce que il ne s'est même pas présenté. Voilà. Donc, il y a ce problème qui est là. Quand vous avez des problèmes et qu'il y a quand même des pays voisins qui se décarcassent pour qu'il y ait une solution entre les deux parties, et que celui qui est le plus est touché aujourd'hui refuse d'y participer, là ça devient quand même difficile. Et moi, à mon entendement, c'est ce que lui il cherchait. Ouais. Au lieu de chercher au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, et je pense que ça dit qu'une résolution de proximité de la crise est encore meilleure
que de vouloir attendre le Conseil de sécurité de l'ONU où le processus vraiment est très long et très compliqué. Mais malheureusement, il n'a pas voulu participer à ça. Et moi, je pense qu'aujourd'hui où nous sommes, il va falloir en réalité qu'il accepte cela et qu'il revienne à la charge, c'est-à-dire autour d'une table. Parce que les ramifications, c'est ce qui est très dangereux. Le M23 est connu aujourd'hui, mais est-ce qu'il est le seul, il est la seule force sur le terrain? Il y a beaucoup de rebelles qui sont là. Et le fait que, c'est-à-dire que la zone, c'est-à-dire qu'elle est devenue un no man's land aujourd'hui, chacun va profiter. Et quand on laisse la situation perdurer, au moment où on va vouloir vraiment instaurer la stabilité, ça deviendra très très compliqué. Voilà, déjà, il y a une réunion prévue pour le samedi 8, c'est samedi, à Dar es Salaam, en Tanzanie. Donc, Félix Tshisekedi, il a accepté de rencontrer, de participer avec Paul Kagame à cette réunion. Cette réunion conjointe, c'est une réunion conjointe entre la CEAC et la SADC. La SADC qui est de l'Afrique, avec l'Afrique du Sud, parce que vous avez quand même que l'Afrique du Sud a perdu quelques éléments dans cette bataille avec de Goma, dont même le président a haussé le ton contre le Rwanda. Donc, on va voir qu'est-ce qui va sortir de cette réunion le samedi. D'accord. En tout cas, affaire à suivre de très très près, téléspectateurs. On n'hésitera pas à revenir sur ce sujet sur le plateau de Mandé TV. On a un dernier sujet de la région. Voilà, ça se passe en Mauritanie. C'est avec l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz qui est détenu actuellement depuis 2 ans à peu près. De quoi il s'agit cette histoire? Bon, la justice de son pays, comme Abdelaziz, il a fait 10 ans quand même au pouvoir, je crois même plus, parce qu'il était quand même venu par coup d'État. Il a fait quelques temps, il a organisé des élections, il a fait les 2 mandats. Et depuis la fin de son mandat, il a des ennuis judiciaires avec son pays qui l'accuse de s'enrichir vachement sur le dos du pays, sur le dos des populations mauritaniennes. Et donc ils l'ont jugé en première instance et ils l'ont condamné sur la première affaire à 5 ans de prison depuis 2023. Donc il purge ces 5 années, mais quand même ses avocats ont fait appel à cette condamnation. Et entre-temps, les juges sont en train d'examiner cet appel-là. Donc ils ont mis encore un autre appel pour dire que le président il est malade, il doit être évacué hors du pays pour aller se soigner. Sauf que les juges n'entendent pas de cette oreille. Ils pensent que l'ancien président veut se sauver, se soustraire à la justice. Si on lui donne l'autorisation de sortir seulement, il ne va plus revenir. Bon, vous savez quand même que la famille de Abdelaziz, c'est une famille commerçante. Bon, lui, c'est sa défense. Il a dit, lui, avant d'être à la tête du pays, sa famille était riche. Et son papa était commerçant, sa famille était commerçante, tout. Donc, ils avaient de l'argent. Mais la justice n'a pas lui a demandé des justifs sur certaines sommes et tout. Il n'a pas pu justifier. Donc, pour la justice de son pays, c'est un enrichissement illicite qu'il a fait, une corruption donc au profit de sa famille. Aujourd'hui, si cela arrive, on peut pas faire 10 ans à la tête de son pays, être un super homme, parce que dans nos pays, quand on est président, on devient demi-dieu. Et laisser cet aspect sanitaire. S'il il avait mis les plateaux techniques adéquats pour sa population, aujourd'hui, il n'allait pas demander d'être évacué sur un autre pays. Donc, moi, je me dis, d'un côté, parce que quand même, la vie des populations mauritaniennes est divisée, parce que certains Mauritaniens pensent que la justice doit l'accorder cette sortie parce qu'il est malade et c'est des actions humanitaires. Il est humain tout d'abord, donc avant de faire du truc, il a dirigé le pays. Donc, mais certains disent non, c'est une alibi pour lui de sortir. Donc, vous voyez, si vous avez tout ça et que s'il y avait des hôpitaux de référence dans son pays, il avait songé à ça, dire que un jour, moi, je serai dans une condition où... Donc, parce que les gens pensent que travailler pour les hôpitaux, mettre en place des plateaux techniques pour les hôpitaux ou un bon système éducatif, c'est faire honneur ou c'est faire faveur à une population extérieure. Alors que aujourd'hui on forme, c'est Dieu seul sait, le pouvoir infini là, c'est pour Dieu, c'est pas pour l'homme. Donc demain, voilà, il est dans cette situation.
Donc, d'accord. Voilà ce qui en est là-bas. Merci Soulo d'avoir campé le décor. Yalko, par rapport à cet état des faits, parce que cette actualité, ce sujet, on a vraiment voulu le regarder parce que c'est une situation d'un ancien chef d'État. Déjà, dans un premier lieu, qui se retrouve en prison, chose qui n'est pas très commun en Afrique d'ailleurs. Et dans un deuxième lieu, qui voudrait aller suivre des soins à l'étranger et la justice de son pays lui interdit. Il y a une défense comme quoi c'est assez crucial, il faudrait vraiment qu'il aille se faire soigner. Mais quelque part aussi, c'est de se dire, ce sont ses propos, hein, d'après sa défense, selon ses propos, c'est que la justice dit qu'on peut le soigner sur place, hein, on peut l'opérer, on peut faire tout ce qui lui est nécessaire pour pouvoir lui redonner de la santé, mais d'après ce qu'on a pu avoir comme retour de ses propos, c'est comme quoi il n'y croit pas et que c'est une boucherie. Oui, effectivement, c'est ça un peu le problème quand même des dirigeants africains par moment, lorsqu'ils font face pas seulement à ceux qui sont présidents, mais qui ont occupé de hautes fonctions de responsabilité. Lorsqu'ils font face quand même à la justice de leur pays, ils trouvent quand même des alibis de ce genre pour chercher à partir à l'étranger. Et aussi, l'inquiétude aussi de la justice également aussi, c'est le fait que quand vous laissez partir la personne, il risque quand même d'échapper aux procédures judiciaires, parce que il faut aussi comprendre que la plupart également aussi de nos anciens chefs d'État, vous trouverez qu'ils ont quand même une double nationalité. Voilà, quand il part dans un pays où il a une autre nationalité, il est capable quand même de rester là-bas, etc. Il y a ce problème. Mais dans ce cas précis, je pense que sa défense a tenté un peu d'opiner sur, c'est-à-dire que de s'apaisantir un peu sur ce que l'opinion dit. Au lieu de s'attribuer, voilà, sur l'émotion, au lieu en réalité d'aller sur la base quand même des procédures, c'est-à-dire que judiciaires en tant que telles. Il y a ce souci qui est là. Mais moi, à mon entendement, ce qui est aussi déplorable, il faut aussi reconnaître que par rapport à cette situation d'enrichissement illicite, lorsque le président n'était plus en fonction, on a vu pas mal de biens qui lui étaient attribués sur les réseaux sociaux. On trouve franchement dire que c'est quand même extravagant. Est-ce que vous voyez? Donc, à la limite, on dira même que ça dit que c'est criminel, quoi, en fait. Parce que quand on est président, il y a du moment où déjà vous êtes en fonction, il y a des privilèges qui sont là. Si ces privilèges ne suffisent pas, mais de là, en réalité, à piller l'État jusqu'à un certain niveau, honnêtement, il va falloir mettre un frein à cela. Mais je pense que du moment où déjà il y a la question de santé aussi qui est mise au devant, parce qu'on sait que la plupart de nos chefs d'État ont ce problème-là. Ils sont tous malades presque. Et il fallait quand même trouver un autre mécanisme. Ce mécanisme, c'est comme quoi? Moi, je ne suis pas d'avis, en réalité, les anciens chefs d'État de les mettre en prison. Il y a d'autres alternatives qu'il faut mettre en place. Lorsqu'ils sont accusés, les biens qui leur sont attribués, l'État peut vraiment mettre la main sur ça, continuer avec les procédures, au lieu de les mettre dans une prison, les mettre vraiment en résidence surveillée, en attendant que la procédure prenne fin. Et par rapport également aussi au traitement, s'il y a la possibilité vraiment de mettre en place un plateau technique adéquat, s'il n'y en a pas chez eux, l'État peut le faire aussi, il n'y a pas de problème. Au regard quand même de l'enjeu, c'est quand même insignifiant pour l'État de mettre un plateau technique pour soigner quand même un ancien président quand même de la République. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Mais en tout cas, au regard un peu de tout ce qui lui est aussi reproché, c'est très compliqué. Et ils n'ont vraiment pas confiance, parce que si on le laisse partir comme ça, il risque quand même d'échapper à la justice. Vous êtes d'avis qu'on le laisse partir ou qu'il reste? Bon, je ne connais pas son état de santé réel, mais moi, je ne suis pas d'avis, parce que moi, comme il l'a dit, s'il avait travaillé à ce que les populations soient soignées comme lui, il voudrait qu'on le soigne à l'extérieur, aujourd'hui, il n'allait pas demander à être rapatrié pour le soignement, pour les soins. Pour les soins. Et de deux, c'est une leçon pour tous les autres présidents en exercice ou qui veulent être président, parce que s'il y a ces actes de justice sous nos cieux, on peut s'inspirer. Par exemple, peut-être je ne dis pas chez nous ici, mais d'autres pays peuvent aller s'inspirer de la justice de la Mauritanie. C'est un exemple à suivre. Voilà, c'est un exemple à suivre. Voilà. Et ça peut peut-être faire réfléchir beaucoup de fois aux dirigeants avant de commettre certaines infractions.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur, pour cet apport, ce décryptage, toutes ces discussions sur le plateau de Mandé TV. On est à la fin de notre entretien du jour. Téléspectateurs de Mandé TV, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cet entretien qui a toujours été brut et j'espère que ça a été brut à votre convenance. Voilà. Donc, nous sommes avec monsieur Bourema Soulo, journaliste, blogueur. Soulo, on se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine et on salue, on n'oublie pas la diaspora. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, on n'oublie pas la diaspora qui nous font beaucoup de retours. Voilà, on vous salue. Merci beaucoup d'être toujours fidèle à cette chaîne Mandé TV. Je salue aussi également Boubacar Yalkoy, journaliste, directeur de publication du journal Le Pays. Yalkoy, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Vous êtes comme chez vous ici, hein? Vous pouvez venir quand vous voulez. Il n'y a pas de problème, on le sent. Téléspectateurs de Mandé TV, on se dit à une prochaine fois pour un autre entretien sur ce même plateau de Mandé TV, même jour, même heure. On remercie la régie qui a assuré cet enregistrement. Restez toujours sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. À la prochaine.